Je me suis levé à 6 heures, comme d'habitude. J'ai préparé le café exactement comme Juliette l'aime. Torréfaction sombre, un nuage de lait d'avoine, sans sucre. J'ai emballé son petit déjeuner et tapé quelques-unes de ses notes de réunion de la veille. Elle avait laissé son ordinateur portable ouvert sur la table à manger, 3 onglets de notes stratégiques à moitié rédigés. Elle était probablement trop fatiguée, ou s'était dit que je m'en chargerais. À l'étage, j'entendais son réveil sonner. Une fois, 2 fois, puis une troisième, pendant que je rinçais des myrtilles et essuyais les miettes sur le plan de travail. Elle est finalement descendue à 7 heures, le visage bouffi de sommeil, son téléphone déjà à la main. « Où est ma veste de tailleur bleu marine ?» a-t-elle demandé sans même lever les yeux. Sur le cintre dans la buanderie, ai-je dit en m'essuyant les mains sur un torchon. Je l'ai repassé hier soir. Elle a marmonné un merci du bout des lèvres, m'a croisé et a ajusté son collier dans le miroir de l'entrée comme si je n'existais même pas. Puis elle a dit, « Assure-toi que la maison soit impeccable pour quand les clients passeront la semaine prochaine. » Je leur ai dit qu'on était des maniaques de la propreté. J'ai hoché la tête, sans dire un mot, regardant simplement ses talons claquer dans le couloir pendant qu'elle se dirigeait vers le garage. La porte d'entrée a claqué 5 secondes plus tard. Je suis resté là dans la cuisine, le café refroidissant dans ma main, et pendant une seconde, j'ai eu envie de jeter le mug à travers la pièce, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste assis et j'ai fixé le réfrigérateur comme s'il détenait des réponses. Cela faisait des années que personne ne m'avait demandé ce que je voulais faire de mon temps. Cette partie-là avait cessé d'avoir de l'importance après la naissance de notre fils. Je travaillais dans la finance à l'époque, analyste intermédiaire chez Lefebvre et compagnie, en bonne voie pour devenir directeur associé. J'avais un avenir que j'avais mérité. Mais Juliette est tombée enceinte, et quand elle a repris le travail après son congé maternité, sa carrière a décollé comme une fusée. Promotion, conférences, comité stratégique, elle a gravi tous les échelons à une vitesse folle. Pendant ce temps, les frais de crèche nous saignaient à blanc et le salaire de Juliette avait doublé. Alors, nous avons pris une décision temporaire. Je resterai à la maison, juste pour un temps, juste jusqu'à ce que les choses se tassent. Elle disait que les choses ne se tassaient jamais. Je suis devenu Guillaume, le mari au foyer. Le gars des réunions parents-profs, le gars qui fait les courses, qui prépare les déjeuners. J'étais relégué au second plan. Personne ne me demandait ce que je faisais avant. Ils supposaient tous que je n'avais jamais rien fait d'autre. Mais je n'ai jamais cessé de penser comme un à des chiffres. Je continuais de lire les rapports trimestriels entre 2 tournées de linge. Je survolais les conférences sur les résultats d'avant-garde numérique en pliant des serviettes. J'observais les changements d'actionnariat comme un rapace. Faucon Investissement a commencé dans notre sous-sol. Rien de tape à accent Graveleuil, juste une SARL créée avec le reste de mes anciens bonus et une part de l'héritage de mon père après son décès. Puis une autre holding. Puis encore une autre. Je savais comment rester invisible. Je me suis assuré qu'aucun nom ne me soit directement relié. Au moment où Juliette fêtait sa 10e année chez Avantgarde, j'avais détourné suffisamment d'actifs pour commencer à prendre de vraies positions, discrètement. 1% par-ci, un autre par-là. Juste assez pour rester sous les radars. Personne ne remarque les petits investisseurs, mais ils auraient dû, car au cours de ces 6 années, j'ai raflé 51%. Puis 53%, et finalement 61%. 61% des droits de vote. Pendant que Juliette pensait que j'enchaînais les séries policières sur le canapé, je faisais des acquisitions stratégiques par le biais de sociétés écrans si irréprochables qu'elles passeraient n'importe quel audit. Elle ne remarquait même rien. Elle ne me demandait jamais pourquoi je veillais tard. Elle se moquait bien de savoir ce que je tapais à l'ordinateur quand elle descendait à 2 heures du matin. Elle supposait que je m'ennuyais, que j'étais peut-être déprimé. Peut-être un peu triste, mais reconnaissant d'avoir une femme aussi influente. Elle disait aux gens que j'étais le pilier émotionnel qui lui permettait de poursuivre ses rêves. Elle le disait avec un sourire, comme si c'était noble. Pendant ce temps, je construisais un empire en coulisses. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison avec une énième blague sur le fait que la femme de Cédric ne savait même pas faire un gratin, ou à quel point elle avait de la chance d'avoir un mari que ça ne dérangeait pas d'être domestiqué, j'opinais du chef, je souriais, je débarrassais la table. Mais je n'oubliais jamais. Et je ne pardonnais jamais. Le dîner de ce soir-là se déroulait dans une brasserie chic et branchée du centre-ville.
Salon privé, mur en velours, et assez de vin qui coulait à flot pour donner l'impression d'une grande célébration. Je suis arrivé avec 5 minutes d'avance, comme d'habitude. Juliette est arrivée avec 10 minutes de retard, comme d'habitude, entourée de son équipe. Les rires la suivaient comme un sillage de parfum. Elle m'a fait signe d'approcher avec un sourire rapide et a dit « Voici Guillaume, mon mari. C'est lui qui fait tourner la maison. » Puis elle a ri comme si elle en était fière. Pas d'une manière mignonne, non, d'une manière méprisante. Comme si j'étais un aspirateur robot chargé des corvées. J'ai surpris le regard qu'une femme m'a lancé. Moitié pitié, moitié sourire en coin. Juliette ne l'a pas vu, ou s'en fichait. Cédric m'a tout de suite pris pour cible. Il avait probablement déjà 2 verres de cognac dans le nez. Sa voix portait, et son arrogance encore plus. Guillaume, mon vieux, tu as tout compris à la vie. Faire la grasse matinée, promener le chien, peut-être regarder le dernier épisode de télé-réalité. Il a ri à sa propre blague et m'a tapé sur l'épaule. Ça fait quoi de savoir qu'on mène la belle vie pendant que Juliette est sur le terrain à conclure des contrats? J'ai esquissé un mince sourire. Ça ressemble à la tranquillité. Mais il n'avait pas fini. Sérieusement, le travail, le vrai travail, ça ne te manque pas? Rien que de prendre un week-end de 3 jours, j'ai des fourmis dans les jambes. J'ai répondu, as-tu déjà essayé de faire la lessive pour une famille de 4 personnes tout en gérant une société de courtage en arrière-plan? Il a cligné des yeux. Une société de courtage. C'est une longue histoire, ai-je dit. Il a simplement ri de nouveau et s'est tourné vers Antoine, le PDG, qui venait d'arriver. Ce gars-là, sérieux, Guillaume est la preuve vivante qu'être un homme trophée, ce n'est pas si mal. Il doit bien cuisiner, en plus. Les gens ont ricané. Quelques-uns ont même applaudi. Juliette s'est couvert la bouche avec sa serviette, riant plus fort que quiconque. Puis Cédric s'est levé, faisant teinter son verre avec une cuillère comme s'il animait un mariage. La pièce s'est tue. Levons nos verres au vrai héros de ce soir, a-t-il lancé. À Guillaume ici présent, qui prouve qu'il est tout à fait possible de prendre sa retraite à 40 ans si votre femme est assez riche. L'hilarité a explosé. Un type au bout de la table a crié « Et Guillaume, tu fais aussi la vaisselle ?» Juliette était pliée en deux, essuyant des larmes de ses yeux. J'étais assis là, les mains sur les genoux, les oreilles me brûlant. Une partie de moi voulait partir. Une autre voulait balancer le couteau à viande dans le mur juste pour les faire taire. Au lieu de cela, j'ai pris mon verre et je l'ai levé bien haut. Je rirais aussi, ai-je dit d'une voix qui a tranché net à travers le vacarme, si je ne possédais pas la majorité de votre entreprise. Le silence a été instantané. On aurait pu entendre une mouche voler. Littéralement, quelqu'un a laissé tomber sa fourchette. Je me suis tourné vers Juliette. Son sourire s'est effacé de son visage comme s'il avait été arraché. Je suppose que j'ai oublié de le mentionner, hein. Cédric s'est figé, son visage devenant d'une pâleur cadavérique. Juliette ne bougeait plus, sa main toujours en l'air, son verre de vin à quelques centimètres de sa bouche, comme si le temps s'était arrêté en pleine gorgée. Antoine s'est adossé à sa chaise, sa serviette glissant sur ses genoux, me dévisageant comme s'il venait de voir la bourse s'effondrer en direct. Je n'ai pas attendu. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je suis sorti. Personne n'a dit un mot. La pièce était trop sidérée pour réagir. Dehors, l'air froid de la nuit m'a fait l'effet d'une remise à zéro. À la seconde où mes pieds ont touché le trottoir, je l'ai senti. La terre ferme. Pour la première fois depuis des années. Mon pouls a ralenti, ma mâchoire s'est décrispée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti mes côtes se soulever véritablement, pour une fois. J'ai marché 2 pâtés de maison en silence, passant devant les voituriers, les touristes et le vacarme du centre-ville, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Je l'ai enfin dit à voix haute. Qu'il le digère. Que Juliette comprenne comment ça a pu lui échapper. Que Cédric vive avec le fait qu'il vient de se moquer de son patron lors d'un dîner d'entreprise. Je n'ai fait que dire la vérité. Fini de faire semblant. Fini de jouer au mari dévoué pendant qu'il rit dans mon dos. Je leur ai laissé croire que j'étais inoffensif. Un simple bruit de fond. Mais un bruit de fond ne détient pas la majorité des parts. Il ne convoque pas de conseil d'administration,
et il ne sourit certainement pas pendant qu'il réduit le système en cendres de l'intérieur. J'ai pris le chemin le plus long jusqu'au parking, juste pour ressentir ce que ça faisait de marcher la tête haute à nouveau. Je suis rentré le premier et j'ai laissé la lumière de l'entrée allumée. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas allumé la télé. Je suis resté debout dans la cuisine, appuyé contre le plan de travail, attendant que la porte s'ouvre. Mes mains tremblaient encore un peu, mais ce n'était pas de la peur. C'était un reste d'adrénaline, le genre qui vous serre les dents. À 23h15 tapante, la voiture de Juliette a crissé dans l'allée. Une seconde plus tard, la porte d'entrée s'ouvrait avec une violence à faire trembler l'encadrement. Elle est entrée, toujours dans sa robe à paillettes, les talons à moitié défaits, les cheveux en bataille à force d'y avoir passé les mains toute la soirée. Elle a claqué la porte derrière elle. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Je n'ai pas bougé. J'ai dit la vérité. Elle a marché jusqu'à la cuisine, les yeux perçants et humides. « La vérité ? Tu m'as humilié devant toute mon équipe, devant mon patron, devant la moitié de l'industrie. » Je ne t'ai pas humilié, ai-je répondu. Ils l'ont fait. Tu as ri avec eux. Ce n'est pas la question, a-t-elle craché. Tu m'as pris en traître. Tu as pris tout le monde en traître. Tu ne possèdes rien. C'était. Je possède tout, ai-je dit en la coupant. Une participation majoritaire depuis 2018 via une fiducie sans droit de regard. Elle s'est arrêtée net. Les couleurs ont déserté ses joues. Non, non, tu mens. J'ai marché jusqu'au tiroir de la salle à manger, et j'ai sorti le dossier que j'y avais caché des années plus tôt. Un classeur épais, couverture noire, avec des intercalaires soigneusement étiquetés, que j'ai posé sur la table entre nous. Les noms des sociétés écrans, l'historique des achats, les accords de droit de vote, le détail de chaque acquisition, et la réunion d'urgence du conseil d'administration que j'avais programmée pour mardi. Elle fixait le classeur comme s'il allait exploser. « Tu as agi dans mon dos », a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. « Tu m'as trahi. »« Tu m'as trahi », ai-je rétorqué. Pendant des années. Chaque blague, chaque pique, chaque fois que tu les as laissés me traiter comme un poids mort. Ce n'est pas une trahison, a-t-elle dit en faisant un pas vers moi. C'est juste. Tu sors tout de son contexte. Non, je remets enfin le contexte à sa place. Elle a secoué la tête si fort que ses boucles d'oreilles ont heurté son cou. Tu m'as fait passer pour une idiote ce soir. Je me suis approché. Juliette, je me sens comme un idiot depuis la naissance de notre fils, et tu t'en fichais éperdument. Pas une seule fois tu ne t'en es soucié. Elle a tressailli. Un infime mouvement, mais je l'ai vu. J'ai ouvert le classeur à la première page et je l'ai poussé vers elle. Chaque document est authentique. Tu peux prendre le tout. Elle n'y a pas touché. Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. Tout ça. Tu as attendu de m'humilier. Non, ai-je dit, j'ai attendu d'être respecté. Tu as choisi l'humiliation pour nous deux. Sa respiration s'est bloquée, mais elle n'a pas pleuré. Juliette ne pleurait jamais devant moi. Elle a simplement pressé ses doigts contre son front comme si la pièce tournait autour d'elle. Quand comptais-tu me le dire, a-t-elle demandé. Quand tu aurais arrêté de me traiter comme un assistant, ai-je répondu. Elle a reculé, butant contre le plan de travail. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Tu n'y es pas obligé. Elle a attrapé son sac sur la chaise, puis s'est arrêtée au bas des escaliers, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Pendant une seconde, elle a ouvert la bouche. Puis elle l'a refermée et est montée sans dire un mot. La porte de sa chambre a claqué violemment. L'écho a résonné dans toute la maison. Je suis resté seul dans le couloir, le classeur toujours ouvert sur la table, son verre de vin du matin toujours sur le comptoir, toute la maison vibrant de ce genre de silence qui semble vivant. Après une minute, j'ai attrapé un oreiller et je me suis dirigé vers la chambre d'amis. Le matelas a grincé quand je me suis assis, j'ai enlevé mes chaussures et éteint la lampe. À l'étage, j'ai entendu une autre porte claquer. Je n'y suis pas allé. Je ne l'ai pas appelé. J'ai simplement fermé les yeux et laissé la maison s'apaiser autour de moi, en restant exactement là où j'étais. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mais j'étais de toute façon debout avant 6 heures. Douché, rasé, habillé comme si je partais en guerre,
car d'une certaine manière, c'était le cas. À 8 heures précises, mon avocat, Marc, s'est garé dans l'allée. Une Audi noire, pile à l'heure. 3 autres personnes ont suivi dans des voitures séparées. Costume, attaché-caisse, ordinateur portable, sérieux comme des papes. Nous sommes passés par le portail latéral pour aller directement dans le garage. Je l'avais vidé la veille, installant des tables pliantes et un tableau blanc mobile. Le vieux tapis de course trônait dans le coin, couvert de poussière et intact, comme la vie que j'avais eue autrefois. Nous n'en avons pas parlé. Marc a ouvert sa mallette et s'est mis au travail. Très bien, a-t-il dit en étalant des dossiers sur la table. Parlons de notre force de frappe. Ils ont tout étalé. Les audits de frais, les paiements de fournisseurs suspects, les remboursements de frais de déplacement sans justificatif, les plaintes RH douteuses classées sans suite en douce. Cédric Martin, bien sûr, croulait sous les signaux d'alarme. Des notes de frais gonflées jusqu'au prix du silence payé à une stagiaire qui avait déposé une plainte pour inconduite 2 ans plus tôt. La fille avait été transférée dans un autre département. Aucune enquête, aucune trace écrite dans les archives. Marc a lâché un dossier devant moi. On envoie ça au conseil d'administration mardi matin, 2 heures avant le vote. C'est le créneau. J'ai hoché la tête. Il a tapoté une autre section avec des onglets. Ce sont les bonus officieux qu'Antoine a validés sans l'approbation des actionnaires. Plus d'1 million d'euros d'avantages non déclarés. Séjours privés de golf, pots de vin de fournisseurs, transactions immobilières avec des entreprises partenaires. La pièce était d'un silence de mort, brisé seulement par le bruit des pages que l'on tournait et le grincement des surligneurs. À 9h17, la porte menant à la maison s'est ouverte avec fracas. Juliette, toujours en peignoir, pieds nus, le visage rouge. Elle a descendu les 3 marches vers le garage, les yeux fixés sur Marc. C'est ma maison. Cette réunion est terminée. Marc n'a pas scié. Madame, vous figurez en tant que cadre dirigeante d'Avant-Garde Numérique. Vous avez foutrement raison. Cela signifie que vous êtes désormais en situation de conflit d'intérêts, a-t-il dit d'une voix calme. Ceci relève des affaires des actionnaires. Je vais devoir vous demander de partir. Elle s'est figée, restant simplement là, clignant des yeux. Ça l'a frappé de plein fouet. Pas le jargon juridique, mais le basculement du pouvoir. Ce n'était plus elle qui donnait les ordres. Vous êtes sérieux, a-t-elle demandé, la voix plus faible maintenant. Oui, madame. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, a tourné les talons et est retournée directement dans la maison. Pas de claquement de porte cette fois. Marc m'a jeté un coup d'œil. Vous allez bien? Mieux que je ne l'ai été depuis 10 ans. Il a acquiescé d'un signe de tête et a recommencé à tourner les pages. Pendant les 5 heures suivantes, nous avons bâti la stratégie. Le calendrier de la publication. Les éléments de langage pour les membres du conseil, la trace papier cartographiée jusqu'à la moindre facture. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un grand nettoyage. Je ne ressentais ni joie ni culpabilité, juste de la concentration. Ce n'étaient pas des gens qui avaient pris quelques mauvaises décisions. C'étaient des gens qui s'étaient mis à l'aise parce que personne n'avait jamais regardé sous le tapis. Eh bien, cela faisait des années que j'étais à genoux pour passer l'aspirateur sur ce tapis. Je savais ce qui s'y cachait. À 15h40, Marc a glissé la version finale du communiqué de presse de l'autre côté de la table. On lance ça mardi matin, à 6h via notre contact dans les médias. À 9h30, tous les gens dans la salle du conseil en auront une copie. À 10h, vous faites la proposition. J'ai fixé la page de garde. Ça ne ressemblait plus à un plan. Ça ressemblait à l'heure du jugement. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris un stylo et j'ai signé en bas. Les signatures rendaient la chose réelle. La date la scellait dans l'histoire. Il verrait bien demain. Je n'étais pas passif. J'avais juste été patient. Mardi matin, j'ai franchi les portes d'Avant-Garde Numérique pour la première fois en près de 10 ans. Les mêmes murs de verre, le même bureau d'accueil, la même odeur. Un mélange de tonneur d'imprimante et de café froid. Mes pas résonnaient sur le carrelage et je n'ai pas ralenti. L'agent de sécurité s'est levé en me voyant, perplexe. « Monsieur, avez-vous rendez-vous » Marc s'est avancé à mes côtés, toujours aussi imperturbable.
Tout à fait. Il a remis une pile de documents avec mon nom imprimé en gras en haut. Déposé au registre du commerce avec effet à 6 heures ce matin. Le vigile a parcouru les documents, les yeux écarquillés, puis a décroché le téléphone et a hoché la tête. Vous pouvez passer. Prenez l'ascenseur jusqu'au 12e. Salle de conférence A, nous sommes montés en silence. Marc a réajusté ses boutons de manchette. Je ne m'en suis pas donné la peine. J'ai simplement regardé les chiffres défiler. L'ascenseur a fait les dignes. Je suis sorti le premier. À l'extérieur de la salle du conseil, 2 assistantes se sont figées en me voyant. L'une d'elles a laissé tomber son stylo. Personne n'a prononcé un mot. J'ai poussé les portes. 10 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table. Juliette était déjà là, assise tout au bout à gauche. Son visage était pâle, ses yeux rouges. Elle ne m'a pas regardé, elle n'avait probablement pas fermé l'œil de la nuit. Antoine, le PDG, était adossé à sa chaise en bout de table comme s'il était toujours le maître des lieux. Je suis entré, calme et résolu, et j'ai distribué les classeurs un par un. Personne ne parlait. À l'intérieur de chaque classeur, les résultats complets de l'audit, les frais de Cédric à Monaco, les hôtels, les escortes, les retraits d'argent sur la carte de l'entreprise, les paiements à de faux fournisseurs, les bonus officieux, et juste là, à la page 16. Un récapitulatif montrant comment Juliette avait détourné les fonds de l'entreprise pour financer la rénovation de notre cuisine, maquillée en frais de représentation de la clientèle. Quand j'ai terminé, je me suis placé en tête de table et j'ai laissé le silence s'éterniser. Antoine s'est raclé la gorge. Guillaume, je ne sais pas ce que c'est que ça. Vraiment, ai-je demandé en le fixant droit dans les yeux. Parce que c'est assez clair pour moi. Il a réessayé, se penchant en avant cette fois. Il doit y avoir un malentendu. Je suis sûr que Juliette. Je l'ai coupé. La promotion de Juliette a été approuvée grâce au vote de Faucon Investissement. Ce vote, c'était le mien. Ça lui a cloué le bec. Je me suis tourné vers la sécurité qui se tenait à la porte. Veuillez escorter Monsieur Martin et Monsieur Rives hors du bâtiment. Avec effet immédiat. Le visage d'Antoine est devenu écarlate. Vous n'avez pas cette autorité. Marc s'est avancé, tournant une page dans son propre classeur. En vertu de sa participation majoritaire, Monsieur Tolbey possède l'entière autorité exécutive pour restructurer la direction en attendant la révision du Conseil, ce qu'il a fait. La sécurité n'a pas attendu un mot de plus. Cédric avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il s'est levé lentement, jetant un coup d'œil à Juliette comme si elle pouvait le sauver. Elle n'a même pas levé la tête. Antoine a tenté de protester à nouveau, mais l'un des vigiles s'est simplement avancé. Cela a suffi. Il s'est levé en marmonnant des jurons et est sorti sans se retourner. Les portes se sont refermées derrière eux avec un clic. J'ai expiré un grand coup, puis j'ai regardé directement Juliette. Elle s'est levée lentement, les bras tremblants. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai pris une seconde, non pas pour réfléchir, mais juste pour laisser l'instant en suspens. Tu restes, ai-je dit. Mais tu seras sous les ordres d'un nouveau PDG fraîchement nommé. Tu n'es pas viré, juste rétrogradé. Le mot a fait l'effet d'une balle. Les jambes de Juliette se sont dérobées et elle s'est effondrée sur sa chaise sans dire un mot, les mains à plat sur la table, les yeux vitreux mais sans larmes. Elle fixait le vide. Le reste du conseil d'administration ne bougeait pas. J'ai fait un signe de tête à la femme assise en face d'elle. Élodie Perrin, la seule personne dans la pièce qui n'avait pas ri de moi lors de ce fameux dîner au trimestre précédent. Vous occuperez le poste de PDG par intérim, ai-je dit. Avec effet immédiat. Elle a cligné des yeux, stupéfaite, mais a hoché la tête. C'est compris. J'ai balayé la table du regard, m'attardant sur chaque visage. L'ancienne garde a laissé la pourriture s'installer en profondeur. Il ne s'agit pas juste d'un nettoyage. C'est une refonte totale. Toute résistance à la transparence sera considérée comme une résistance envers les actionnaires. À partir de maintenant, tout change. Personne n'a parlé. Pas une toux, pas un grincement de chaise, juste le silence. Ce genre de silence qui signifie que les gens réalisaient enfin qu'ils n'avaient plus le contrôle. Je n'ai pas pris la peine de m'asseoir. Je me suis retourné,
J'ai poussé la porte moi-même et je suis sorti sans regarder en arrière. Qu'il le digère. Que Juliette le digère. J'avais passé des années à être poli, discret, serviable, l'homme invisible avec son sac repas et son planning de covoiturage. À midi, c'était partout. Les Échos d'abord, puis l'AFP, et ensuite ça a explosé. Un investisseur anonyme évince l'équipe dirigeante d'Avant-Garde Numérique. Il n'avait pas encore mon nom, mais ça n'avait pas d'importance. X, Reddit, LinkedIn, tout le monde était en feu. Chaque blogueur tech et analyste de comptoir y allait de sa théorie. Certains pensaient que c'était une OPA hostile. D'autres croyaient que c'était un milliardaire de la tech française qui plaçait ses pions. Puis, quelqu'un a fait fuiter les images de la salle de conférence. Il a fallu moins de 4 heures pour que Cédric Martin se retrouve en tête des tendances. Ses notes de frais de Monaco, les boîtes de nuit, les escortes, les remboursements de casinos douteux se sont retrouvés partout sur Internet. Capture d'écran, notes vocales, emails internes. C'était un vrai bain de sang. À 15h30, Juliette m'a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, encore et encore. 7 fois en tout. Je n'ai pas décroché une seule fois. Elle n'a pas laissé de message vocal. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis assis sur la terrasse arrière avec une bière que je n'ai pas finie. Mon téléphone s'illuminait toutes les quelques minutes. Texto après texto de la part d'employés que je n'avais jamais rencontrés. Merci. Vous ne savez pas à quel point la situation était grave. Nous pensions que personne là-haut n'en avait rien à foutre. Vous nous avez redonné espoir, monsieur. Le vrai espoir. Certains étaient anonymes. D'autres étaient signés avec des noms et des postes. Un gars du service informatique a raconté qu'il avait failli démissionner le mois dernier après avoir reçu un blâme pour avoir posé des questions sur des facturations douteuses. Il a dit que c'était la première fois qu'il se sentait fier de l'endroit où il travaillait. Je fixais l'écran, laissant tous ces messages m'imprégner. Ni avec fierté, ni avec un esprit de vengeance, mais avec un genre d'apaisement que je n'avais pas ressenti depuis des années. La maison derrière moi était silencieuse. Pas de dispute à l'étage, pas de faux rires sur haut-parleur, juste le vent dans les arbres et le bourdonnement occasionnel de la circulation sur le boulevard. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de devoir me justifier sur ma journée. Je n'avais pas à expliquer pourquoi j'étais fatigué, pourquoi j'avais besoin d'espace, ou pourquoi le fait que quelqu'un se moque de moi en public blessait bien plus profondément qu'une simple blague. Ce soir-là, je me suis fait une pizza surgelée, je l'ai mangée dans une assiette en carton, je n'ai même pas allumé la télé, je suis juste resté dehors, à regarder le soleil se coucher derrière la clôture, comme je le faisais à l'époque où les choses avaient encore un sens. Quand le dernier message est arrivé, venant d'un stagiaire en marketing qui me remerciait d'avoir rappelé aux gens que le pouvoir ne ressemble pas toujours au pouvoir, j'ai finalement éteint mon téléphone. Je me suis levé, je me suis étiré, j'ai laissé mon cou craquer pour libérer toute cette tension qui commençait enfin à quitter mon corps. Puis je suis monté à l'étage. Pas de lumière dans le couloir, aucun mouvement derrière la porte de Juliette, juste la maison, silencieuse et intacte. Je me suis glissé dans le lit sans regarder l'heure. Les draps étaient frais, l'oreiller semblait enfin parfait sous ma tête, et j'ai dormi. Pas ce genre de sommeil où votre cerveau continue de bourdonner. Pas un sommeil agité, ni sur le qui-vive. Un vrai sommeil, le genre que l'on mérite. Le vendredi, Juliette avait fait ses valises et s'était installée dans un bel appartement sur les quais de Seine. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, de temps pour assimiler tout ça. Elle n'a pas donné de délai. Je n'ai pas posé de questions. 2 jours plus tard, Romain a pris l'avion depuis sa fac. Il a dit qu'il voulait me parler en face à face. Je suis allé le chercher à l'aéroport. Il a à peine parlé pendant tout le trajet du retour, se contentant de regarder par la fenêtre, comme si les réponses se trouvaient quelque part dans la ligne d'horizon. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, au même endroit où je le faisais réviser son vocabulaire et lui préparais des crêpes en forme de dinosaure. Maintenant, il mesurait 1,80 m, il avait 19 ans, il était bâti comme moi, mais avec les yeux de Juliette. Il n'a pas touché à son café, m'a juste regardé et a dit « Maman est sous le choc. Elle dit que tu l'as prise en traître. » J'ai hoché la tête une fois. Elle n'a pas tort. Elle dit que tu as planifié ça pendant des années. C'est le cas, et sans le lui dire. Oui.
Il a passé une main dans ses cheveux, en soufflant lentement. Pourquoi? Je me suis adossé à ma chaise. Parce que je l'ai soutenue pendant des années, Romain. Je me suis effacé pour qu'elle puisse aller de l'avant. Je lui préparais son petit déjeuner, je repassais ses vêtements, je la regardais franchir la porte pour aller dans des pièces où il n'y avait jamais de place pour moi. Et à chaque fois que les gens faisaient des blagues, elle riait. Il n'a pas argumenté, il a simplement fixé le plan de travail derrière moi. J'ai sacrifié tout ce que j'étais, ai-je dit. Et on s'est moqué de moi pour ça. Il a secoué la tête. Mais tu as menti, papa. Pendant des années. Je sais, ai-je répondu. Et je ne vais pas faire semblant que cette partie-là ne craint pas. Le silence s'est prolongé un moment. Je n'ai pas insisté. Il a fini par dire, tu n'es pas le seul à te sentir trahi. Je sais, ai-je répété. Il s'est frotté les mains, nerveux. Je suis fier de toi pour t'être défendu. Vraiment. Mais il a laissé sa phrase en suspens. Mais tu aurais préféré qu'on n'en arrive pas là, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête. Moi aussi, ai-je dit. Mais je ne voyais pas d'autre moyen. Il a baissé les yeux vers ses mains pendant un long moment. Je déteste le fait que ce devait être toi ou elle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Et maintenant, on fait quoi? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Elle a besoin d'espace. Je lui en donne. C'est tout ce que je peux faire. Il a hoché la tête lentement, comme s'il assemblait encore les pièces du puzzle. Elle m'a dit qu'elle ne savait plus qui tu étais. J'ai eu un demi-sourire. La plupart des gens ne le savent pas non plus. Il m'a de nouveau regardé, d'un air plus pensif cette fois. Tu sais ce qui est bizarre? Je crois que je comprends. Toutes ces nuits où tu veillais tard pour travailler sur un truc et que tu me disais que c'était juste des factures. Toutes ces fois où tu avais l'air d'avoir l'esprit ailleurs. Ouais, ai-je dit. C'était moi qui essayais de trouver comment ne pas disparaître. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il s'est levé, a contourné la table et m'a serré dans ses bras, fort et rapidement, comme si ça le surprenait lui-même. Je garderai contact avec vous deux, a-t-il dit. C'était tout ce que j'aurais pu demander. Une semaine plus tard, je me tenais sur la scène de l'Atrium d'avant-garde numérique, en jean et veste de tailleur bleu marine. Pas de cravate, pas de trompette, pas de musique dramatique, juste un micro, un pupitre, et 200 employés qui me dévisageaient, attendant d'entendre ce qui allait se passer ensuite. Je me suis raclé la gorge une fois. Certains d'entre vous me connaissaient comme le mari de Juliette, ai-je dit. Le gars qui apportait du cake à la banane pour les œuvres de charité, qui aidait à installer les événements, qui souriait sur les photos de groupe comme si j'étais à ma place. Quelques personnes ont souri discrètement. Une femme au fond a hoché la tête. Je ne l'étais pas. Pas vraiment. Pas à l'époque. J'ai balayé la pièce du regard. Un mélange de cadres en costume, de stagiaires, d'assistants et d'ingénieurs qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs, mais qui appréciaient que quelqu'un dise enfin quelque chose de vrai. J'ai fondé Faucon Investissement il y a 6 ans dans mon garage. Pendant que je préparais des déjeuners, pendant que je faisais la lessive, pendant qu'on me disait que j'avais de la chance d'être simplement à proximité du succès, je suis resté discret. Mais j'ai continué à bâtir parce que je croyais en deux choses. Cette entreprise et les personnes qui la composent. J'ai fait une pause. J'ai laissé le message passer. Vous méritiez une meilleure direction. Pas plus bruyante, pas plus tape à accent grave-l'œil, juste meilleure. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. Les gens se sont redressés. Je ne suis pas ici pour être votre patron. Je suis ici pour m'assurer que vos voix soient entendues. À partir d'aujourd'hui, nous créons des comités dirigés par les employés. Un pour les avantages sociaux, un pour la culture interne, et un pour veiller à ce que la direction rende des comptes. Vous élirez les membres. Vous déciderez de leur fonctionnement. Cela a suscité quelques haussements de sourcils. Quelques regards échangés dans les rangées. J'ai fait un geste vers le côté de la scène. Voici Élodie Perrin. Elle gère les opérations mieux que n'importe quel dirigeant ici depuis 2 ans. Avec effet immédiat, c'est votre PDG par intérim. Élodie s'est avancée et a fait un bref signe de la tête. Pas de grand discours, juste de la prestance.
C'est pour ça que je l'avais choisie. Et Juliette, ai-je poursuivi, restera vice-présidente de la stratégie. Elle est toujours là, mais elle n'est plus aux commandes. J'ai regardé à travers la salle une dernière fois. Elle n'est plus votre porte-parole. Il n'y a pas eu d'acclamation, ni de cris, ni de tonnerre d'applaudissements, juste des applaudissements réguliers, fermes, sincères. Pas par politesse. Par gratitude. Et c'était suffisant. Quand ça s'est terminé, je suis descendu de scène et me suis dirigé vers la sortie latérale. À mi-chemin, une jeune femme d'environ 23 ans, graphiste à en juger par la tablette sous son bras, m'a arrêté. Ma mère était mère au foyer, a-t-elle dit. Elle s'est toujours sentie invisible. Merci d'avoir montré aux gens que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont rien. Je l'ai regardée dans les yeux. Je sais exactement ce que ça fait. Elle a souri. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai continué à marcher. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, ne plus être invisible.